Bonsoir et merci de suivre le 23h sur RTI 1 à la une de l'actualité. C'est reparti pour le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité demandent tous les deux l'acquittement. Pour la campagne principale de commercialisation du cacao 2018-2019, le prix minimum garanti aux producteurs est fixé à 750 francs CFA. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. La France vient de perdre l'un de ses plus grands chanteurs. Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile dans les Alpilles, dans le sud de la France. Bienvenue pour une demi-heure d'information. Les candidats continuent de convaincre les électeurs sur l'ensemble du territoire ce lundi, 4e jour de campagne pour les élections régionales et municipales. Des élections couplées qui vont se tenir le 13 octobre prochain. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour pénale internationale avec la réouverture d'audiences clés. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010. Ils demandent tous les deux l'acquittement. Sidonie Davila. Le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi à La Haye. La défense, qui estime que le procureur de la CPI n'a pas été en mesure de prouver les accusations, demande l'acquittement des deux accusés. Rappelons que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont soupçonnés des crimes contre l'humanité. Pour les avocats de la défense, un non-lieu doit être prononcé. Un non-lieu total, un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour tous les modes de responsabilité, ce qui entraîne la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La défense de Charles Blé Goudé, qui abonde dans le même sens, a fait les mêmes demandes. À la reprise du procès ce lundi, l'accusation a montré son opposition à la prononciation d'un non-lieu à la phase de mi-parcours de ce procès. Elle s'est attelée à démonter la requête introduite par les équipes de défense des deux accusés. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est emprisonné à La Haye depuis 7 ans et Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, est lui en prison depuis un peu plus de 4 ans. La Côte d'Ivoire et le Libéria renforcent leurs relations de coopération. Les deux pays ont mis sur pied un projet dit de coopération transfrontalière pour une paix durable et la cohésion. Il est financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. 2 ans après, quel bilan pour ce projet? La question était au centre d'une rencontre à Grand-Bassam. Sephora Zegui, Sidonie Davila. Tensions, conflits, mauvaises relations entre populations ivoiriennes et libériennes le long des frontières communes ne sont plus que de vieux souvenirs. Il y a plus d'1 an, l'Organisation des Nations Unies a mis sur pied un projet conjoint de coopération transfrontalière entre les deux pays. Avant ce projet, il y avait des querelles. Depuis la venue de ce projet, lorsqu'il y a des petites querelles, on se retrouve au foyer des jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit au Libéria, pouvoir discuter de ces problèmes-là et puis régler définitivement ces conflits. Ce projet-là, pour nous, en tout cas, nous a apporté beaucoup de plus, beaucoup de changements de comportement entre les jeunes de la Côte d'Ivoire et les jeunes du Libéria. Ce projet transfrontalier vise, entre autres, à réduire les tensions, prévenir les conflits et améliorer la sécurité des communautés. L'heure est maintenant à la revue finale pour faire le bilan global des résultats du projet afin de capitaliser les bonnes pratiques et consolider les acquis du processus de paix dans ces zones transfrontalières. La principale recommandation issue de cet atelier, c'est de mettre en place des stratégies de durabilité, d'appropriation de ce projet-là. Et cela passe évidemment par la recherche éventuellement d'autres ressources, mais aussi par l'engagement des gouvernements. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, FCP, qui a financé ce projet à hauteur de 3 millions de dollars, soit 1,6 milliard de francs CFA, entend accompagner ce projet jusqu'à son terme. Vu les excellents résultats produits par ce projet par rapport à l'atelier qui s'est déroulé, en tout cas, il est sûr et certain que les choses iront pour le mieux.
Le Fonds pour la consolidation de la paix, à travers ce projet, a permis le financement d'activités d'autonomisation des jeunes, telles que des activités socio-culturelles et des activités de rapprochement des communautés des deux pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Une autre rencontre s'est ouverte ce matin à Abidjan. Elle porte sur l'élaboration d'une feuille de route en matière de sécurité nucléaire. Des experts venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad et du Gabon planchent sur le sujet. Grâce Kando. Les rayonnements ionisants sont souvent utilisés, entre autres, dans les domaines de la santé, de la construction des routes et de l'agriculture. Ces rayonnements contiennent des sources radioactives et lorsque la dose dépasse une certaine limite, ils peuvent être dangereux pour la santé. Pour éviter de tels désagréments, des pays de la sous-région sont réunis à Abidjan. Il s'agira d'élaborer une feuille de route pour la mise en place d'une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire. Cet atelier réunit toutes les parties prenantes qui vont s'impliquer dans cette feuille de route. Et chacun a un rôle à jouer, un rôle important. Lorsqu'on découvre, par exemple, une source radioactive, quelque part, nous avons toutes ces personnes, la douane, toutes ces personnes doivent intervenir et jouer leur rôle pour qu'on puisse sécuriser cette source radioactive. Notre intervention, c'est de la sécuriser et puis de pouvoir la placer à un endroit où nous serons tranquilles, qu'elle ne puisse pas apporter d'inconvénients à la population. Un tel atelier peut nous permettre, arriver chez nous, de pouvoir développer et mettre en œuvre ce qu'on appelle une architecture de détection. Et il nous permet, comme experts, d'échanger, au-delà de nos gouvernements, de garder certains contacts et de renforcer la collaboration sous-régionale. L'Agence internationale de l'énergie atomique apporte son appui technique en termes de formation sur la gestion efficiente des rayonnements ionisants. Le soutien que nous apportons à nos États membres dans ce domaine sont essentiellement tout d'abord des activités de recommandation, ensuite des activités de formation, puis une assistance pour conduire leurs programmes et leurs plans nationaux. Et enfin, notre assistance peut aussi se traduire par des assistances techniques en fournissant des équipements de détection si besoin en est. En Côte d'Ivoire, pour réglementer et réguler ce secteur, le gouvernement a créé une autorité de radioprotection de sûreté et de sécurité nucléaire. La campagne de commercialisation 2018-2019 du cacao a démarré. Le prix minimum garanti aux producteurs est de 750 francs CFA. Il est en hausse de 50 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Ce prix Bonchamp a été fixé sur la base de résultats anticipés et tient compte des prévisions d'évolution du marché dans les prochains mois, comme nous l'explique Lansine Bakayuku. À l'exception de la taxe d'enregistrement qui passe à 1,5%, le barème qui permet de fixer le prix du kilogramme de cacao n'a subi aucune modification. Pour ce prix Bonchamp fixé à 750 francs CFA, en hausse de 50 francs par rapport à la campagne précédente, le Conseil Café-Cacao prévient qu'il n'autorise aucune réfaction. Des mesures d'accompagnement ont d'ailleurs été prises pour faire respecter ce prix minimum garanti sur le terrain. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu. Pour lutter contre les pratiques des opérateurs véreux et la fuite transfrontalière du cacao. La mise en œuvre de la péréquation du transport est maintenue. La durée du portage des stocks par les acheteurs est limitée à 30 jours maximum. Et ce n'est pas tout. Les exportateurs doivent fournir un contrat d'usinage au Conseil Café-Cacao et veiller à faire réceptionner leurs produits dans les usines. D'autres mesures liées aux opérations d'achat ont également été prises. Retenez bien que tout contrevenant à cette disposition s'exposera à une sanction de 50 francs CFA par kilo. Les organisations nationales de producteurs le savent, le marché international du cacao est à la peine. C'est pourquoi ils félicitent le gouvernement pour les efforts consentis. Déjà, nous producteurs, c'est nous qui avons obtenu la part belle. C'est à notre niveau qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. Il y a eu une hausse, il y a eu une amélioration du revenu du producteur, c'est ce que nous recherchons. Les producteurs auront voulu avoir plus, mais la réalité est que la tendance n'est pas trop sur le marché. Avec le prix de 750 francs CFA, c'est tout de même un revenu supplémentaire d'environ 100 milliards de francs CFA que vont percevoir l'ensemble des producteurs ivoiriens.
40 investisseurs luxembourgeois séjournent en Côte d'Ivoire les 1er et 2 octobre. Ils entendent développer et implanter des entreprises du Luxembourg dans le pays qui, pour eux, a une économie qui promet. Ces investisseurs luxembourgeois envisagent aussi de relever le niveau des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Luxembourg. Construction et architecture, automobile, télécommunications, énergie renouvelable. Ce sont entre autres les secteurs d'activité des investisseurs luxembourgeois présents en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 40 et représentent 27 entreprises. Développer les entreprises luxembourgeoises à l'international, c'est à cela qu'ils se prêtent. D'où le choix de la Côte d'Ivoire qui, selon eux, est une économie prometteuse. Vu le développement économique en Côte d'Ivoire, il y a certainement aussi du potentiel pour les affaires entre le Luxembourg et la Côte d'Ivoire. Luxembourg étant aussi un pays francophone, ce qui est souvent pas connu, est certainement aussi une base solide pour le développement des affaires entre nos deux économies. Une initiative jugée opportune par le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le Luxembourg est un pays très particulier parce que c'est un pays qui est petit, mais qui est très développé et qui a un savoir-faire dans un certain nombre de domaines. Le plus connu, c'est l'ingénierie financière, la finance, la banque, les investissements. Et au-delà de ça, ce qu'on sait moins, c'est tout ce qui est grosses infrastructures. Ils ont de très très bonnes entreprises de travaux publics, ils ont de très très bonnes entreprises de transport. C'est un pays étonnant parce qu'il défie toutes les lois des logiques économiques, parce qu'ils n'ont pas le dividende de la taille. Et c'est pour ça que c'est un pays intéressant dont nous avons beaucoup à apprendre. Selon les statistiques, le niveau des échanges commerciaux entre le Luxembourg et la Côte d'Ivoire reste encore faible. Le montant est passé de plus de 500 milliards de francs CFA en 2015 à environ 300 milliards de francs CFA en 2017. Ce reportage est signé Ahmed Traoré et Justine Seydjiki. Des femmes s'engagent à financer des projets menés par des femmes à travers le Women Investment Club. Elles comptent mobiliser des fonds en vue de financer l'entrepreneuriat féminin. Plus de 500 millions de francs CFA sont estimés pour les 2 prochaines années. Le Women Investment Club, désormais présent en Côte d'Ivoire, a été présenté aujourd'hui à la Bourse régionale des valeurs mobilières au Plateau. Justine Seydjiki. Un club d'investissement créé par des femmes pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est le deuxième du genre en Afrique subsaharienne après celui du Sénégal. Le Women Investment Club WIC Côte d'Ivoire compte mobiliser en moins de 2 ans plus de 500 millions de francs CFA pour former les femmes du secteur informel, investir et financer l'entrepreneuriat féminin. Quand on mobilise une épargne, notre objectif après, c'est de nous associer avec d'autres organismes pour pouvoir avoir une base beaucoup plus large qui va nous permettre d'offrir du financement à plusieurs personnes de différentes couches de population. L'essentiel pour nous, c'est que l'entrepreneuriat féminin se développe. L'essentiel pour nous, c'est que l'intelligence financière des femmes se développe. L'essentiel pour nous, c'est que l'éducation financière des femmes se développe. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, initiatrice de clubs d'investissement depuis 2013, en compte 57 qui totalisent 947,7 millions de francs CFA d'investissement. Un seul est consacré aux femmes, celui du Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi la BRVM Abidjan, les partenaires et les ministères de tutelle saluent la naissance du WIC Côte d'Ivoire. Les femmes représentent, suivant les statistiques disponibles, 49,6% de la population mondiale en 2017. Elles représentent 50,1% de la population de l'Afrique subsaharienne et 49,3% de la population ivoirienne. Il est tout à fait normal que la moitié de la population mondiale et plus de la moitié de la population de notre sous-région puissent être largement impliquées dans les activités de production et de création de richesses dans notre sous-région, dans notre union. Au nombre de 13, les membres fondatrices comptent sur une adhésion massive des femmes. Le coût de l'adhésion, 5 millions de francs CFA par personne et 100 000 francs CFA par mois pour la cotisation. On s'intéresse aux Ivoiriens vivant au Mali. Ils sont au nombre de 8 000 et opèrent dans divers secteurs d'activité.
Qui sont-ils? Dans quel secteur les retrouve-t-on? Sidonie Davila répond à ces interrogations. Travailler au Mali, quand on est ivoirien, c'est possible. Des exemples édifiants existent qui mettent en lumière la bonne intégration des Ivoiriens au pays de Soundiata Keïta. Depuis le 1er août 2015, Souleymane Sangaré est membre de cette université internationale. C'est une activité que je mène ici qui me permet de soulager ma famille et les siens. Je suis un homme qui s'adapte et je pourrais même vivre ailleurs, loin même de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être à 24 heures seulement de route, n'est-ce pas, de mon pays, et à 1 heure de vol d'oiseau. Et je n'ai pas de regrets. Ils sont nombreux, les membres de la diaspora ivoirienne au Mali. Plus de 8000 selon le dernier recensement de 2017. Les secteurs d'activité dans lesquels ils s'investissent sont très variés. L'ancien Gaston Gérard, enseignant de formation, est arrivé à Bamako en 2006. Encouragé par les siens, il a choisi de monter sa propre structure. Je fais le théâtre et à un moment donné, il n'y avait pas de possibilité, quoi. Je tournais un peu en rond et un ami m'a conseillé de venir vers le Mali où il y a plus d'opportunités dans ce que je pourrais dire. Et je suis arrivé au Mali. Quand je suis arrivé au Mali, j'avais des difficultés à faire le théâtre parce que la majorité du théâtre est fait en bambara. En ce moment, je ne comprenais pas la langue. C'est comme ça que je me suis orienté vers l'enseignement où on m'a sollicité. Je suis devenu enseignant et en 2006, il y a une amie américaine qui m'a proposé de m'aider pour ouvrir ma propre structure. La coiffure est un secteur prisé par les jeunes Ivoiriennes. Au Mali, les femmes se rendent au salon de coiffure en moyenne 1 fois dans la semaine pour se faire belle. La raison, les nombreuses cérémonies auxquelles elles participent, les mariages surtout. Chantal Nzi travaille à son compte dans ce salon de coiffure situé au marché Bakoji Koroni à Séi depuis 7 ans. Elle ne regrette pas son choix. Je suis venue voir mon oncle et j'ai vu que l'activité ici, ça va, quoi. Ici, je m'en sors plus qu'en Côte d'Ivoire. Ça me donne plus le courage d'aller faire la coiffure en Côte d'Ivoire quand même. L'exemple de Chantal est suivi par plusieurs autres Ivoiriennes dans la capitale bamakoise. À quelques pas de ce salon, nous retrouvons une autre Ivoirienne, Chantal Deli, commerçante d'Atiki. Chantal est arrivée au Mali grâce à son mari qui y travaillait. Elle ne l'a pas suivi sur le chemin du retour en Côte d'Ivoire. La semoule de manioc, appelée communément Atiki, un des mets préférés des Ivoiriens, plaît également aux Maliens. C'est en moyenne près de 100 000 francs CFA que l'Ivoirienne gagne par jour avec ce commerce. Ça va 18 ans. Je suis venue ici, je n'ai rien à faire. Comme je suis Ivoirienne, dans ça, il me débrouille. Ça marche beaucoup mieux. Cette mère de 4 enfants n'est pas la seule à jouir des fruits de ce business dans ce marché. Il est 11 h, sa voisine, une autre Ivoirienne, vient d'achever sa vente. Adama Soro a préféré se lancer, lui, dans le showbiz. Le fait de travailler avant dans un projet, moi je travaille dans toutes les régions du Mali, à part quitter le Tombouctou. Je parle bien Bambara, je connais bien toutes les zones. Et donc quand j'étais en mission, je voyais certains domaines qui étaient inexploités. Donc c'est ce qui a fait que je me suis dit, mais écoutez, on vient de la Côte d'Ivoire et là-bas, si on veut voir, comme on le dit, le réseau est saturé. Mais ici, il y a certains domaines d'activité, je pense que si tu investis, donc ça fait que tu t'en sors. Il faut reconnaître que le milieu de la nuit ici, c'est nouveau. C'est nouveau aujourd'hui, les Maliens nous doivent ça. Cet ancien fonctionnaire international, reconverti en homme d'affaires au Mali, connaît aussi des succès dans la gastronomie et l'hôtellerie, l'imprimerie, l'informatique, mais beaucoup plus dans le secteur informel. Les Ivoiriens établis au Mali ne baissent pas les bras. Ils s'intéressent à tous les domaines d'activité, même si l'enseignement demeure le secteur où on retrouve le plus d'Ivoiriens au Mali, comme l'a indiqué le président de leur association. Ici, en Côte d'Ivoire, des communications sur le tourisme et la transformation numérique ont eu lieu à Yamoussoukro dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme. Les différents communicateurs ont fait ressortir les 3 liens existants entre le tourisme et le digital. On en sait plus avec Charles Tatou.
De nombreux secteurs, notamment les infrastructures, l'assainissement, l'énergie et les transports, contribuent pleinement à la vie du tourisme. Avec ces différents domaines, le tourisme participe à la création d'emplois, favorise l'entente entre les cultures et rassemble les peuples. Mais pour l'atteinte de tout son potentiel, il faut des innovations technologiques, soutient l'Organisation mondiale du tourisme. À Yamoussoukro, la célébration de la Journée mondiale du tourisme a permis aux responsables de la direction régionale du tourisme et des loisirs de sensibiliser les acteurs des domaines impliqués dans le tourisme sur l'importance du digital dans le développement de leurs activités. Que la Côte d'Ivoire a des atouts pour aller vers une promotion touristique très forte. Cela suppose qu'on forme des professionnels du tourisme sur la base des nouvelles technologies, de l'intelligence nouvelle. Nous avons voulu associer les professionnels locaux de la communication et de la presse afin de les imprégner dans ce qu'on a appelé un press tour de tout ce qu'on peut voir comme site de curiosité touristique à Yamoussoukro. En retour, pour eux d'en faire le relais dans les différentes presses afin que les touristes potentiels, les Ivoiriens, les résidents, les non-résidents puissent voir et venir effectuer le déplacement pour visiter Yamoussoukro. Si à Yamoussoukro, plusieurs activités ont meublé le programme de la célébration, à Dimokro, c'est seulement une conférence publique qui a marqué la sensibilisation. La célébration éclatée de la Journée mondiale du tourisme aura permis aux responsables locaux du tourisme de Yamoussoukro et de Dimokro de faire ressortir tout le profit que le développement du tourisme peut engendrer. Un mot de cinéma. La conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre. Elle vise à amener les professionnels du secteur à acquérir les rudiments nécessaires en matière de mobilisation de fonds. Davis Oyo, Herman Guivé. Interprète 1 et 2, brouteur.com, Ma Famille, Camissa. Je ne sais même pas pourquoi ils sont pressés comme ça. Madame Kodo, Madame Ouattara, je peux travailler en paix? Tous ces films produits et réalisés par des Ivoiriens, des productions faites la plupart du temps dans des conditions difficiles. La plus récurrente, le manque de financement. On n'a pas assez d'argent pour produire. Sinon, en Côte d'Ivoire, les acteurs, on a des acteurs de qualité, on a des réalisateurs de qualité, on a des producteurs de qualité, mais on n'a pas l'argent de qualité. On peut produire un film aujourd'hui, mais à l'international, comment la communication est faite, ça coûte très cher. Et nous n'avons pas ces moyens. Si tu es un réalisateur de film, contente-toi de réaliser le film. Tu n'es pas un gestionnaire. Donc c'est un problème d'organisation. Et il faut qu'on accepte de travailler en corporation. Les producteurs et réalisateurs du monde du cinéma se réunissent autour de la CEPACI, conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, pour une formation. Quelle source de financement pour la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles? Le placement de produits, le sponsoring, le financement participatif, autant de rudiments donnés aux acteurs pour la mobilisation de fonds additionnels. Il existe, comme je le dis, des fonds. Alors ces fonds-là, nous les avons invités, le fonds SIC, le FSDP, qui sont des fonds nationaux. Et il y a des institutions internationales qui nous donnent des fonds. Et il y a aussi d'autres alternatives, comme des placements de produits à l'intérieur de productions audiovisuelles. Tout ça existe pour pouvoir financer toutes ces productions-là. Et surtout pour avoir des productions de qualité, parce qu'une production coûte beaucoup d'argent. En plus du financement à hauteur de 30% des films retenus par le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, la tutelle met en place une politique pour une rentabilité des productions. Depuis 3 ans, on travaille à développer les espaces de diffusion. L'État intervient en soutien à la réduction des coûts d'acquisition de matériel, en abaissant les taxes sur l'investissement. Ça a permis d'ouvrir 3 salles de cinéma. Il y a 3 qui vont ouvrir bientôt. L'année prochaine, il y aura 6 autres salles. Ce seront autant d'espaces où les producteurs, les réalisateurs pourront faire passer leurs œuvres. En Côte d'Ivoire, environ une trentaine de films sont réalisés chaque année. La CEPACI, conférence des producteurs audiovisuels de la Côte d'Ivoire, se veut un cadre de renforcement de capacité des acteurs du milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Elle vise surtout à promouvoir le 7e art ivoirien et le rendre plus compétitif sur le marché international.
Une fête de génération s'est déroulée à la Riviera Mbadon. Les catégories Blessoué Dogba et Blessoué Agban ont effectué leur première sortie officielle. Désormais, ces deux groupes auront droit à la parole en public et pourront participer aux prises de décision en pays Atchan. Des démonstrations de danse et des dégustations de plats traditionnels ont meublé cet événement. Éric Gori. Après avoir patienté dans l'antichambre, l'heure est venue pour ces jeunes gens et jeunes filles de faire leur sortie officielle parce qu'ils sont devenus matures. Eux, ce sont les catégories Blessoué Dogba et Blessoué Agban. Ces nouveaux majeurs intègrent ainsi la cour des grands. Ils sont maintenant comptés comme membres à part entière de la société et ils ont droit à la parole à la place publique. Nous sommes dans le village de la Riviera Mbadon, dans la commune de Cocody. L'événement a mobilisé toute la communauté, mais aussi les amis venus de loin pour découvrir cette culture. Je pense qu'avec la modernisation, il y a une chose qui a été vraiment préservée par le peuple Atchan. Ce sont les fêtes de génération. On a vu avec beaucoup de vigueur, beaucoup de vivacité. Ils ont montré qu'ils ont certainement la tête dans la modernité, mais surtout les pieds dans la tradition. La chaîne de génération a une effectivité ici, dans le pays Atchan, et nous nous en félicitons. Nous avons vu des jeunes qui savent vraiment le faire. La cérémonie, le déroulé et tout était bien fait. On a vu véritablement que la transmission de la tradition est effective ici. Bon, ce que j'ai apprécié dans la fête, en tout cas l'accueil, et puis aussi les dames aussi, elles sont très bien habillées. J'ai mangé du foutou avec la sauce des ébriers qui s'appelle Ntro. Pendant que certaines femmes sont à la cuisine, d'autres sont auprès des hommes pour réussir la fête. Vous savez, dans la nature même, l'homme c'est la force, c'est le guerrier. La femme c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la manière de prendre, c'est tout ce qui est doux. En pays ébrié, la fête de génération est un moment de retrouvailles et de rencontres. C'est également un moment de partage. Pour l'actualité internationale, nous nous rendrons en Iran avant de nous intéresser au prix Nobel de médecine. Rendons-nous tout d'abord dans les locaux de la FIFA, dont le président a le soutien de l'Afrique pour sa réélection. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, peut compter sur les pays africains pour sa réélection au congrès électif du 5 juin 2019 à Paris. Lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé le soutien total de la CAF à l'actuel président de la FIFA pour un second mandat. Pour le successeur de Joseph Blatter, le soutien des 54 fédérations africaines de football est très significatif. Élu en 2016, Gianni Infantino a annoncé en juin dernier sa candidature à sa propre succession. Le prix Nobel de médecine a été attribué ce lundi à l'Américain James Allison et au Japonais Tasuku Wangyo. Selon Académie royale des sciences de Suède, la distinction de ces deux hommes se justifie par les travaux de découverte qu'ils ont effectués. Ces recherches ont permis de réaliser des avancées dans le traitement contre le cancer. James Allison et Tasuku Wangyo ont montré comment différentes stratégies d'inhibition des freins du système immunitaire pouvaient être utilisées dans le traitement du cancer. Le Nobel de médecine est le premier des prix Nobel décernés chaque année. L'Iran a annoncé ce lundi avoir attaqué à l'aide de missiles balistiques un quartier général de terroristes en Syrie en représailles à l'attentat ayant visé le 22 septembre la ville iranienne d'Avaz. Les frappes ont visé la région de Boukamal, localité située à l'est de la Syrie. Le 22 septembre, 24 personnes avaient été tuées par un commando de 5 personnes ayant ouvert le feu à l'arme automatique sur un défilé militaire à Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran. Cet attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique, contre lequel l'Iran est engagé en Syrie aux côtés des autorités de Damas.
C'est une légende de la chanson française qui s'est éteinte. Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Son décès est survenu à son domicile dans les Alpilles, dans le sud de la France entière qui lui rend hommage depuis l'annonce de sa disparition. Charles Aznavour, né Charnour Varinag Aznavourian, est né le 22 mai 1994 à Paris de parents arméniens. Avec des chansons telles qu'Emmenez-moi, Je me voyais déjà ou La Bohème, le chanteur franco-arménien a traversé les époques. Il a plus de 70 ans de carrière et 40 ans de succès. Fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Prochaine édition, 6h30. À très bientôt.